Tu écoutes le podcast Élever la physio avec François Grégoire. Suis-moi alors que j'explore et discute de tout ce qui concerne le marché de la physio et de la santé physique sous un autre angle, au-delà de la pratique. On va parler de l'état de la profession dans le marché de la santé physique en abordant plusieurs sujets, allant de la gestion à la psychologie en passant par les aspects sociaux entourant ou impactant la physiothérapie au Québec et ailleurs. Discutons et analysons notre marché, apprenons et trouvons des solutions pour qu'ensemble, on puisse élever la physio. Salut, c'est François, un autre épisode de Élever la physio. Aujourd'hui, je discute avec Yann Beaubien, qui est l'ex-président de Medexsa, au sujet de l'entrepreneuriat. Démarrer son entreprise, faire grandir son entreprise jusqu'à vendre son entreprise, les beaux côtés de l'entrepreneuriat, les côtés les plus difficiles de l'entrepreneuriat, qui peut être une école, une fameuse école de vie, qui parfois peut être très sévère, mais qui peut être aussi très qui nous donner beaucoup de reconnaissance. Alors, un épisode intéressant qui sort un petit peu du champ classique de la physio, mais où on parle quand même des défis là, que tout le monde peut rencontrer dans notre domaine aussi. Alors, encore une fois, j'attends tes commentaires. Bonne écoute. Hey, salut, c'est François. Je suis avec mon ami Yann Beaubien aujourd'hui. On jase de... En fait, on s'est fait, Yann, une petite liste de choses qu'on voulait discuter comme publiquement. Puis là-dedans, il y a des choses qu'on a déjà jasées ensemble. Je pense qu'on va comme revisiter des sujets de discussion. Puis je trouvais ça intéressant comme gars qui a été en affaires, qui est encore en affaires, mais qui est plus en affaires de la même façon, qui a parti quelque chose, qui a grandi quelque chose, qui a vendu quelque chose. Je voulais avoir en technologie, pas en physio, là. Je voulais avoir un peu ton input sur comment tu as vécu ça, comment tu t'es senti. Je pense que ça peut aider n'importe qui là, qui est déjà dans cette situation-là ou qui aimerait être dans cette situation-là, d'être en affaires, par exemple. Savoir un peu, des fois relate à quelqu'un d'autre ou savoir un peu où est-ce qu'on se. Fait que, tu sais, pour les gens qui te connaissent pas, d'habitude, je laisse les gens avec qui je jase se présenter, puis il y a personne de mieux que toi. Fait que, Yann, présente-toi. Oui, entrepreneur depuis toujours, probablement. Ça a toujours été en moi. Fondé Medexsa. Pourquoi? Pourquoi tu penses? Je dirais que la motivation numéro 1, c'est un sentiment que l'entrepreneuriat peut amener de la liberté. Après l'avoir vécu, j'ai plusieurs choses à dire à ce niveau-là. Il y a des pour et des contre là-dessus, hein? Toujours aimé être au contrôle des situations. Puis dans ma vie, dans ma carrière, j'ai toujours senti le besoin de créer quelque chose, aussi d'être au contrôle de quelque chose. Quelqu'un m'a déjà dit j'haïs me faire dire quoi faire. Absolument. C'est partie de ta personnalité. Définitivement. Je pense que c'est une des difficultés. Puis là, dans le fond, on a décidé de jaser de ça aujourd'hui. Yann, on est où en ce moment? On est au chalet Le Ellie, qui est mon nouveau parcours entrepreneurial. Bon, rien d'aussi intense que mes anciennes aventures. Un chalet à Chersey qui peut accueillir 8 personnes. Spa, lac, la vie est très belle. On est dans la nature, on entend les oiseaux. Et il fait beau. Ah, il fait beau, une belle journée aujourd'hui. Sans l'automne, ceci étant dit, mais... Absolument. Il y a quelques arbres qui commencent à rougir. Ouais, 100%. Écoute, qu'est-ce que tu veux, là? Le soleil se couche plus tôt. Fait que, peut-être avant qu'on jase peut-être un peu plus de l'entrepreneuriat en tant que tel. Parle-moi un peu de ton parcours, là. Qu'est-ce qui t'a amené tranquillement? Tu as été un des cofondateurs chez Medexsa. Qu'est-ce qui t'a amené à cet endroit-là? Parle un peu de l'histoire de peut-être avant, puis qu'est-ce qui t'a amené à partir ça? Je te dirais que l'envie a commencé, numéro 1, je me suis jamais senti motivé à l'école. Pourtant, je me sentais comme quelqu'un de smart, relativement. Hein, tu sais. Mais à l'école, ça fonctionnait pas. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres avenues dans la vie. Puis que l'entrepreneuriat pourrait être une avenue intéressante. J'ai commencé jeune. Tu te rappelles-tu qu'est-ce qui t'a montré ça? Tu sais, parce que je te dirais que ça vient de mes parents, oui? Principalement ma mère. Okay. Ma mère a toujours montré un côté entrepreneurial, puis j'ai beaucoup de gens dans ma famille qui ont des côtés entrepreneurs, pas nécessairement au même niveau que moi, à différents niveaux, mais je te dirais que c'est par exemple, puis les modèles dans la vie.
via les réseaux sociaux, ou via la télé, ou peu importe, des modèles de gens entrepreneuriales. Je trouvais que ça avait l'air intéressant. Puis je pensais que c'était une avenue qui pourrait fitter avec moi. Fait que je me suis lancé. Plusieurs échecs. Oui, tu as fait d'autres projets là, avant Medexa. Oui, avant Medexa. J'ai commencé, je te dirais, sérieusement à concevoir des idées puis à exécuter des idées 16 ans à peu près. Évidemment, à 16 ans, rien fonctionne. Des idées un peu farfelues. Mon premier projet qui a fonctionné, c'était simplement un jeu vidéo sur iPhone. Puis ça a fonctionné. Après ça, j'en ai refait d'autres jeux vidéo pour iPhone puis ils n'ont pas fonctionné. Après ça, j'ai fait d'autres projets. Puis Medexa est arrivé quand j'avais 25 ans environ. J'ai senti qu'il y avait un besoin dans le milieu de la physiothérapie pour un logiciel moderne, un logiciel web. J'avais pas grand-chose à perdre, à me lancer, à commencer à programmer. Je me suis lancé avec des partenaires. On a conçu Medexa, puis les choses se sont pas passées comme on pensait. Ça a été définitivement plus long. Ça a été plus difficile, mais aussi très gratifiant. Est-ce que tu penses que c'est normal que les choses se passent pas comme on pense qu'elles vont se passer? Définitivement. Ouais. Je pense que pour être un entrepreneur, il faut avoir des lunettes roses là, pour commencer. On se lance en se disant l'entrepreneuriat, ça va nous amener de la liberté, on va être notre propre boss. L'argent, les gens pensent à l'argent. Ouais, on va être riche quand on devient entrepreneur. Mais la réalité, c'est pas ça. C'est surmonter des difficultés après des difficultés, faire des bons coups, faire des mauvais coups, puis c'est bâtir. Je vois ça comme avancer de 3 pas, reculer de 2 pas, avancer de 3 pas, reculer de 2 pas. Ouais, c'est un bon exemple de la vie en général, tu sais, pas mal d'égards, là, tu sais, la vie en général. Si tu veux accomplir quoi que ce soit, tu pourrais dire j'aimerais ça me mettre en forme, tu sais, il y a jamais rien de facile. Absolument. Dans n'importe quoi qui vaut la peine d'être fait. Il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire entre l'entrepreneuriat et juste les objectifs de vie. Que ce soit l'entraînement, que ce soit accomplir un rêve quelconque. Ouais. Les choses se passent pas nécessairement comme on le prévoit. Mais tant qu'on avance, on maintient la motivation pour avancer. Ouais, puis qu'est-ce qui est particulier, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, c'est qu'on dirait que même si les choses se passent pas toujours comme on le prévoit, il y a beaucoup de choses qui se passent pas comme on le prévoit, on comprend qu'il faut continuer à prévoir quand même. Exact. Fait que t'as besoin d'avoir une direction. En entrepreneuriat, on va parler de vision. On a une vision, on veut s'en aller dans une direction, mais on le sait que c'est pas tout ça qui va fonctionner ou qui fonctionnera pas nécessairement de la façon dont on l'imaginait. T'sais. Non, puis c'est normal. On s'habitue, je pense, à ça avec le temps. Absolument. D'une certaine façon. Puis avec le temps, on gagne de l'expérience aussi, puis notre capacité à prévoir le futur s'améliore, même si elle deviendra jamais parfaite. T'as parlé de tes premiers projets, qu'il y en a qui ont fonctionné, qu'il y en a qui n'ont pas fonctionné. À quel point est-ce que rapidement, dans une carrière, t'as été capable de tirer des leçons de qu'est-ce qui a fait en sorte que quelque chose a fonctionné, puis qu'est-ce qui a fait en sorte que quelque chose d'autre n'a pas fonctionné, puis que c'est pas juste, il y a une partie que c'est du hasard, mais qu'est-ce qu'on prend sur soi, puis qu'est-ce qu'on apprend de ça? Je pense qu'il y a 2 aspects à ça. Le premier, je dirais, c'est d'un, il faut accepter l'échec. Il faut convertir l'échec en opportunité d'apprentissage. L'apprentissage nous fait avancer en tant qu'entrepreneur. L'autre aspect, puis je pense que pourquoi j'ai vécu beaucoup d'échecs, moitié-moitié, je dirais. Moitié-moitié, je pense que c'est une moyenne normale. C'est une moyenne, exact. C'est l'expérience. Ouais. J'ai travaillé aussi en tant qu'employé, puis j'ai pris de l'expérience en tant qu'employé pour observer qu'est-ce qui se faisait dans d'autres entreprises, puis gagner de l'expérience qui m'a aidé à faire, par exemple, Medexa, qui est mon plus grand succès, un succès. Mm-hmm. Moi, à 16 ans, je pensais que j'étais prêt, là, j'allais fonder une compagnie, puis que ça allait fonctionner. Mais non, qu'est-ce qui me manquait à 16 ans? L'expérience. Mm-hmm. Il a fallu que je travaille une couple d'années avant d'arriver à un point où j'avais vécu assez d'expérience pour être capable de ne pas
réappliquer les mêmes erreurs que je voyais dans mon entreprise et d'appliquer les choses que j'ai observées qui fonctionnaient dans les entreprises. Donc, je pense qu'il faut pas se lancer instantanément. Il faut gagner une certaine expérience. On peut gagner de l'expérience de plein de façons. Il n'y a pas de recette précise. Mais l'expérience est la chose qui va limiter les erreurs. À quel moment t'as compris ça? Tu sais, je me rappelle, parce que tu fais un parallèle, puis moi, je me rappelle arriver sur le marché du travail comme jeune professionnel, puis à un moment où tu m'aurais posé la question, puis j'aurais pas valorisé l'expérience. Tu sais. Je pensais que la connaissance faisait foi de tout, mais dans le fond, c'est la façon dont on applique cette connaissance-là. Absolument. Puis qu'on redécouvre qu'il y a des choses qu'on sait pas, alors qu'on savait pas que ça existait, là, qui est un peu... Là, je sais pas, on n'a pas la définition de l'expérience en face de nous, là, le petit Robert ou le Larousse, là, mais comment est-ce que tu définirais, tu sais, comme l'expérience en soi, c'est quoi exactement? Puis l'expérience, c'est vivre les choses. Ouais, c'est ça. Hein? Mais c'est parce que, tu sais, il y a plein de gens qui vivent des choses puis qui en retirent rien. J'ai l'impression, là. Effectivement, peut-être que pour être un bon entrepreneur, il faut avoir la capacité. C'est de l'introspection. Ouais, c'est ça. Hein? C'est de voir qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent, qu'est-ce qu'on aurait pu, qu'est-ce qu'on aurait pu éviter, qu'est-ce qu'on aurait. Ouais. Puis dans ton parcours entrepreneurial, tu vas en faire des erreurs, énormément. Le skill numéro 1 à avoir, c'est la capacité de, refléter sur les erreurs que tu fais et de ne pas nécessairement les refaire ou de modifier la manière que tu fais les choses pour mieux les appliquer la prochaine fois. Un des réflexes qu'on voit souvent, puis je pense que c'est une des choses qui est importante à apprendre en entrepreneuriat, c'est que souvent, on voit des gens pour qui ça fonctionne pas, puis ils vont blâmer les autres. Ah non. Comment est-ce que toi, je sais pas si t'as, peut-être, à brûle pour point, mettons, tu commences en affaires, puis souvent le réflexe, c'est de dire, mais non, mais ils comprennent pas, ou la banque, elle veut pas me prêter, mais c'est parce que, tu sais, on a tendance, puis comme humain, je pense en général, on a tendance à blâmer l'extérieur quand il y a des choses qui se produisent. Effectivement. Comment est-ce que toi, t'es-tu déjà senti comme ça, puis si oui, comment t'as appris, tu sais, à faire affaire avec ça? Le réflexe humain, c'est toujours de blâmer l'extérieur. La capacité qu'on doit apprendre, c'est on n'est pas au contrôle des autres. Les autres vont réagir d'une façon, que ce soit un marché, que ce soit des partenaires, que ce soit la banque. Ils vont réagir d'une quelconque façon parce qu'ils ont leur propre expérience. Mm-hmm. Donc, la capacité à développer, c'est de voir comment tu peux modifier ton message, comment tu peux modifier ton produit, comment tu peux modifier ton approche pour tes gestes, ouais. Les gestes, exactement, ou même la façon que tu te présentes, ou c'est à plein de niveaux, là, pour aller chercher les gens que tu veux aller chercher, ou les opportunités que tu veux aller chercher. Donc, tu peux blâmer les autres autant que tu veux, ça t'avancera pas. J'avais lu à un moment donné, c'est quelque chose qui paraphrase qu'est-ce que tu viens de dire, là. Tu peux blâmer les autres tant que tu veux, mais eux, ça change rien dans leur vie. T'sais. Exact. Ça change juste quelque chose dans la tienne. Donc, le seul pouvoir que tu as dans ces situations-là, c'est voir comment toi, tu peux modifier certaines choses pour fonctionner. Fait qu'on revient à une forme de résilience dans des situations qui fonctionnent pas. Oui, exact. Fait que là, parle-moi donc un peu de l'opportunité que tu disais d'avoir vu, de développer Medexsa dans le marché de la physio, en tout cas, là, au début, certainement. Puis, comment est-ce que ça a commencé? Puis, tu as dit tantôt, il y avait pas de risque. T'as utilisé quelque chose, t'as utilisé un terme qui disait là, que t'avais comme rien à perdre. J'avais rien à perdre. Est-ce que, parle-moi peut-être un petit peu du fait que, qu'est-ce que tu veux dire quand tu veux dire j'avais rien à perdre, puis est-ce que c'est important d'avoir rien à perdre quand on se lance en affaires? Pour se lancer en affaires, du moins. Parce qu'il y a une part de risque, tu sais. Ah, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il y a une façon d'être en affaires où on peut minimiser le risque, dans le sens où, quand on se lance en affaires, dans un marché précis ou via un produit précis, si on a l'expertise pour construire ce produit-là, la seule chose que tu peux perdre, c'est du temps. Au pire, ça fonctionne pas. C'est la vie. Puis c'est correct. Au fil que la carrière d'entrepreneur progresse, là, on peut prendre des risques plus avancés. Emprunter de l'argent, par exemple. Ça devient financier beaucoup. Hein. Ça devient financier pas juste énormément. Ça, mais c'est souvent ça en premier. Mais quand t'as gagné le momentum du début, où là, t'as créé quelque chose,
puis là, tu vois que ça fonctionne, tu peux commencer à introduire certains risques à l'intérieur. Fait que oui, quand je disais que j'avais pas grand-chose à perdre, ben j'avais 25 ans, j'avais une job, et la vie était bien. Est-ce que d'avoir moins de responsabilités personnelles a un impact là-dedans? Définitivement. C'est la famille, par exemple, ou... Définitivement. Se partir en affaires, partir une famille en même temps, c'est un risque. C'est un risque parce que se partir en affaires, ça demande énormément de temps. Est-ce que c'est non faisable? Absolument pas. C'est très faisable. Dans le fond, il faut être à l'aise avec le risque qu'on se juge confortable avec. Es-tu devenu plus à l'aise avec le risque avec le temps? Je pense que j'ai toujours été à l'aise avec le risque, mais je te dirais oui. Ou non? Ou peut-être t'es devenu moins à l'aise avec le risque? Tu sais, je veux dire... Ben, il y a une question d'âge aussi, là. Je commence à devenir, à vieillir un petit peu. Puis... Ça vient de la confiance, c'est un peu ce que tu veux dire? Ou Ça vient avec la confiance, mais ça vient aussi avec mes risques sont plus calculés que quand j'avais 25 ans. Ouais. OK, je comprends. Aujourd'hui, j'ai des responsabilités. Aujourd'hui, j'ai un enfant. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Ouais, ça vient avec l'expérience, comme tu dis. Ça vient avec l'expérience. Je prends encore des risques aujourd'hui. Mais mes risques, ils ont plus d'expérience. Ouais, c'est ça. Dans un livre sur le leadership puis les présidents d'entreprise que j'ai lu récemment, ça nommait la capacité à prendre des risques souvent comme étant une des choses clés pour la croissance d'une entreprise. Absolument. Parce que, tu sais, quand tu te lances en affaires, la première chose que tu fais, c'est prendre un risque. Si tu te lances en affaires, tu inventes quelque chose qui n'existe pas. Oui, là, c'est un risque. Ça va nous mener tranquillement à, tu sais, on en avait parlé déjà, toi puis moi, là, le être en affaires versus être entrepreneur. Là. Okay. Tu sais, puis fait que c'est un geste entrepreneurial de se lancer en affaires. Même comme travailleur autonome, tu inventes quelque chose qui n'existe pas. Parce que même si être travailleur autonome dans un domaine existe déjà, ça n'existe pas quand c'est toi qui es le travailleur autonome dans ta propre business. Absolument. Tu dois créer un peu tes propres procédures, tes propres façons de faire, même si après ma base, ça se peut que ça soit juste dans ta tête. Fait que là, tu prends un premier risque. Mais tu sais, c'est que si... Ça peut être correct aussi, là. Quelqu'un peut décider de ne jamais vouloir prendre d'autres risques puis de rester dans cette situation-là. Absolument. Mais pour faire grandir une entreprise, il va y avoir d'autres risques qui vont être nécessaires à être pris par la suite. Oui, puis même peu importe le domaine. Là, puis même si tu le veux pas, il va y avoir des moments dans ta carrière d'entrepreneur où il y a des opportunités qui vont être en face de toi qui vont comprendre un risque. Et là, tu vas devoir faire le choix de le prendre ou de ne pas le prendre. Ouais. Comment tu fais croître ta business? C'est en prenant certains que tu as réfléchi, que tu as l'expérience, que tu sais qu'ils sont calculés. Oui. Il y a certains risques, effectivement. Mais tu sais, je veux dire, ça peut être acceptable pour quelqu'un de décider de pas grandir sa business. Mais je pense que l'important pour les gens, c'est important aussi de se poser la question de c'est quoi le risque de ne pas prendre cette décision-là. Exact. T'sais. Parce qu'il y a aussi des deux côtés de la médaille, il y a aussi des risques à ne rien faire. T'sais. Par exemple, le statu quo, c'est le statu quo. Le statu quo, c'est un risque important dans la société, surtout qui va vite, là, comme aujourd'hui. Puis c'est l'exemple que j'aime utiliser puis qui est pas qui est connu par tout le monde. C'est le risque que Blockbuster a pas voulu prendre avec Netflix, puis en s'en allant dans le streaming. Blockbuster a pas voulu prendre ce risque-là, puis Blockbuster aujourd'hui ça n'existe plus. Oui, exactement. Ben, je pense que Kodak il développe encore des trucs. Oui, ça revient. De la NASA, là, ils sont très nichés là. C'est des gros Kodak. Ça revient, mais de manière infamous, le PDG de Kodak qui avait dit non, les photos digitales, c'est une passe. Ah oui. Je sais pas mettons la quantité de photos sur le téléphone de tout le monde qui a un cellulaire sur Terre, c'est sûr qu'on dépasse les milliards. Hein? Définitivement. Puis ça m'amène à une question aussi, une réflexion. Un aspect important de l'entrepreneuriat, c'est aussi l'anticipation du risque. Donc, il faut toujours se poser la question de, en premier, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon entreprise, mais aussi, c'est quoi les risques qui sont déjà là. qui vont venir freiner la croissance de mon entreprise. Puis comment on développe ça? C'est en prenant des risques. Oui, ben en comprenant qu'est-ce qu'il y en est un puis qu'est-ce qu'il n'y en est pas aussi. Exact. Ouais, au-delà de la chance puis de la malchance, tu sais, mettons. Oui, absolument. On compare avec la COVID, puis ça, la COVID est comme rentrée dans des business plus que dans d'autres, là. Mais ça fait partie des choses sur lesquelles on a comme peu de contrôle
sur l'événement. Il y a toujours des facteurs externes. Ouais. Après ça, qu'est-ce qu'on fait avec cet événement-là? Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pourraient dire que la COVID les a fait prendre un pas de recul puis améliorer leur entreprise, là, pour plein de raisons, là, compte tenu de... L'adversité, jusqu'à un certain point, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. L'adversité nous fait réfléchir et nous entre dans un mode d'introspection où on est capable de faire des changements. Ouais. Les politiciens disent que c'est la meilleure opportunité d'améliorer la situation. T'sais, quand tout va bien, personne ne veut changer quoi que ce soit. Hein, c'est assez humain. Hein. Le confort est un poison pour l'entrepreneuriat. Ouais, pour bien du monde. Bien au-delà de l'entrepreneuriat. Là. Absolument. Fait que là, est-ce que là, tu parles de... Parce que, tu sais, si, mettons, on tente de prévoir le risque, ça peut venir avec une certaine anxiété puis un certain stress. Comment est-ce qu'on compose avec ça dans une situation d'entrepreneuriat? Je dirais que l'anxiété et le stress est omniprésent dans l'entrepreneuriat. Est-ce que ça baisse ou on apprend juste à vivre avec? Je pense c'est un mix. Ça peut baisser, ça baisse via les outils qu'on se développe pour minimiser l'effet que ça a sur nous. On apprend aussi à vivre avec. Ce qui fait un bon entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de dealer avec le stress, qui a les outils nécessaires. Puis t'es pas obligé de les avoir dès le départ, les outils pour dealer avec le stress. Normalement, tu devrais être moins bon en commençant, tu sais. Absolument. Tu n'as jamais vécu ces situations-là. Là. C'est ça. De toute façon, t'as pas le choix. T'es lancé en affaires, t'es investi dans ton projet entrepreneurial, t'as pas le choix, là. Donc, tu développes les mécanismes nécessaires pour dealer avec le stress et l'anxiété. Est-ce que c'est facile? Absolument pas. Des nuits blanches, il y en a. Il y en a à se questionner, il y en a à travailler, pour toutes sortes de raisons, là, peu importe dans le domaine dans lequel on est. Tu sais. Tu parles de... On a nommé à plusieurs reprises depuis tantôt le terme croissance, puis je sais que c'est un terme qui peut être vu de façon péjorative, peut-être plus au Québec qu'ailleurs, je sais pas encore, là, j'ai pas lu récemment là-dessus, là, mais tu sais, la croissance pourrait être vue de façon négative là, par certaines personnes. Peux-tu me parler un peu de ce que c'est de la croissance pour toi, puis pourquoi c'est important? Parce que les projets entrepreneurial, parce que les projets entrepreneuriales sont des projets où la croissance est intrinsèque. C'est important pour l'innovation. Est-ce que c'est pour tous les projets entrepreneuriales? Non. Il y a plein de projets entrepreneuriales que la croissance, c'est correct. Tu crées une job, ça fonctionne bien, tu vis la vie que tu veux, parfait. Mais des projets entrepreneuriales pour être un entrepreneur, la croissance est très importante. À un moment dans ta carrière d'entrepreneur où tu n'es plus capable d'amener la croissance dans ta business, c'est potentiellement le moment pour passer le flambeau. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, je pense que le terme croissance peut être vu péjorativement, mais l'inverse de la croissance, c'est la stagnation, là, ou la décroissance, carrément, là. Tu sais, on peut aller dans l'autre sens. Puis tu sais, étant donné que la société change puis évolue, puis les gens, de façon générale, qui consomment des services ou des produits, veulent constamment des trucs nouveaux. La croissance, ça passe nécessairement par l'adaptation de l'entreprise à la demande de la société. Ah oui. Puis à partir du moment où une entreprise est plus capable de faire ça, ben le danger, c'est de s'en aller vers de la stagnation puis de la décroissance. Oui. Puis ça, ben parce que là, parce que le risque numéro 1 de la stagnation dans une entreprise, c'est qu'il y a quelqu'un à l'extérieur qui, lui, a la motivation, puis il a l'idée, et là, qu'est-ce qui va arriver? Il va se faire manger. Il va se faire manger. Des parts de marché vont être prises. Oui, que ce soit par... puis honnêtement, ça peut être à bien des égards. On a déjà parlé, toi puis moi, tu m'avais déjà parlé, c'est toi qui m'avais introduit. Tu sais, moi, je suis pas un gars à la base, je suis pas un gars d'entrepreneuriat en technologie, mais tu m'avais parlé de déficit technologique, tu sais. Puis dans le fond, on avait jasé là-dessus, puis j'étais arrivé avec l'idée d'un déficit, ça peut être à bien des égards dans une entreprise. Absolument. Le déficit, c'est pas juste monétaire. Ouais, le déficit, ça peut être sur ta technologie. Dans mon cas, c'était ça. Ouais. Il a fallu Medexsa réécrire au complet le code derrière Medexsa
Pour se mettre à jour. Pour se mettre à jour, parce qu'on avait une dette technologique, mais les dettes, c'est pas nécessairement monétaire. Des dettes, il peut y en avoir de plein de façons. Ça peut être la manière que tu mets en marché ton produit, ça peut être une dette marketing. Exact. Une dette de vente, une dette RH, tu sais, c'est la modernisation de tes procédures dans des silos dans ton entreprise. Exact. T'sais. Une dette, c'est un retard. Ouais, un retard 100%. Un retard que comme propriétaire, président, cofondateur, on a en général presque tout sur nos épaules. Comment quelqu'un qui commence, parce que tu sais, tu te pars en affaires, là, tu fais ta comptabilité, comment tu deals avec ça, là, tu sais, avoir tous les chapeaux. Tu sais, dans le livre Good to Great, Yann, là, qui parle de... excellent livre, en passant. On en a souvent parlé, puis c'est une bible là, pour les entrepreneurs. Puis même si pas, tu sais, des fois tu lis un livre au complet, puis ça prend un certain temps, mais il y a une chose, je pense qu'on peut retenir, en tout cas moi j'ai retenu là, de ce livre-là, c'est les 3 positions qu'un individu peut ou va avoir dans son entreprise, surtout s'il part seul. Puis là, ben faut le voir d'une façon plus académique là. La position de base la plus importante, c'est la position de technicien. C'est la personne qui exécute, soit qui bâtit le produit ou qui a l'interaction avec les clients ou les patients, là, par exemple, dans notre cas à nous. Donc, le technicien, c'est celui qui fait l'action de la mission de l'entreprise. Exact. C'est le côté opérationnel. Exactement. Là où la manager, c'est la personne qui a la responsabilité de gérer les humains dans l'entreprise, qui sont, entre autres, des techniciens. Après ça, on peut voir différents types d'actions là, qui doivent être faites dans l'entreprise. Puis, la personne qui crée les procédures, qui invente où est-ce qu'on s'en va, mais c'est entrepreneur, tu sais. Fait que porter tous les chapeaux dans une entreprise, c'est généralement quand on se part en affaires, c'est de porter au moins ces 3 chapeaux-là qui incluent plein d'autres sous-tâches, là. Je pense qu'au début, tu portes les 3 chapeaux définitivement au début, mais tu les portes pas au même niveau, puis qu'avec le temps, tu vas porter les chapeaux à des époques différentes dans ton parcours entrepreneurial. Au début, c'est sûr, t'es le technicien. T'as pas le choix. Ta business, elle fait un peu d'argent, pas beaucoup d'argent. T'es au côté exécutif, t'es au côté opérationnel. Mais l'avantage que ça a de passer quelques années ou quelques mois, dépendant des entreprises, à ce niveau-là, c'est que tu apprends comment ta business fonctionne. Et là, ta business grandit. Tranquillement. Pas comme humain, là, tu peux travailler 100 heures par semaine là, sur développer ton produit. Oui, puis il y a la passion, il y a ça va juste jusqu'à un certain point, mais tu sais, moi je me rappelle quand je me suis parti en affaires, j'ai vu des patients 60 heures par semaine, mais tu sais, moi je me paye pas plus cher, tu sais. Fait que quand on commence en affaires, il y a comme une valeur à tout faire tout seul, tu sais, parce que ça coûte rien. Exact. Mais on a comme une limite, tu sais, il y a comme une autre currency là, qui est le temps. Là, tu sais. Oui, ça me fait penser à un truc que j'ai lu cette semaine ou la semaine dernière, je me souviens plus, qui disait investis l'argent de ton salaire dans ton entreprise pour que ton entreprise investisse dans ta liberté. Ouais, ben c'est beau, mais ça peut pas toujours dire avec le que c'est temps, facile. Il faut être patient. Il faut être très patient. Ben, faut être travaillant, en fait. Là. Puis en fait, ça dépend du genre de business qu'on a. C'est très correct d'avoir une business où tu travailles fort pendant plusieurs années, puis de l'amener à un certain point, puis là, la business fonctionne, elle génère des revenus, t'en profites. Tu profites de la vie, voyage, chalet, famille. Est-ce que c'est dangereux pour la croissance? Là? C'est très dangereux pour la croissance. Le gain immédiat. C'est ce qu'on appelle des lifestyle business. Okay. C'est correct, ça fonctionne. Dans certains marchés, ça peut durer dans le temps aussi. C'est correct. Mais effectivement, après un certain temps, le parcours entrepreneurial, quand tu mets le chapeau du gestionnaire, principalement, dans mon expérience à moi, il y a un risque du confort. Le confort. Ce que tout le monde cherche, tu sais, en bout de ligne. Oui, absolument. L'humain, on est fait comme ça. Fait que dans le fond, le risque, ça reste nécessairement de repousser le confort à plus tard pour espérer avoir mieux plus tard. Oui. D'une certaine façon. Oui. Puis il y a un risque parce que dans le fond, quand on prend des décisions où on repousse à être mieux à plus tard,
on sait pas si ça va arriver vraiment. Puis ça peut nous coûter de l'argent de ne jamais se rendre là où on voulait s'en aller finalement. Absolument. De l'argent et du temps, tu sais, finalement. Là. Oui. Puis, pour être 100% transparent avec Medexsa, moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai atteint un niveau où Medexsa fonctionnait très bien. Et je me suis assis. C'était confortable. Je pense que c'est inévitable. Ça fait partie de l'expérience, ça. Oui. C'est comme inévitable d'arriver à un point où me dire, hey, je suis arrivé, tu sais. On le voit chez les sportifs, tu sais, des sportifs de haut niveau là, qui réussissent à performer puis ils se rendent à un certain niveau. Puis une fois qu'ils se rendent à ce niveau-là, c'est comme si dans leur tête, ils se sont dit, je suis arrivé. Puis là, quand t'es arrivé, tu lèves le pied sur la pédale de gaz. Puis dans le fond, là, tu finis par ralentir puis tu te dépasses par les autres. Mais oui. Fait que, mais oui, comme tu dis, c'est sûr qu'il y a certaines business, dépendamment dans quoi est-ce qu'on se lance en affaires, il y a des entreprises qui ont plus de risques que d'autres. Parfois, on pourrait voir le risque comme étant des compétiteurs, tu sais, des gens qui sont dans le même domaine que nous, mais tu sais, ça va bien au-delà de ça. Il y a des choses qu'on sait pas. Définitivement. Est-ce que des facteurs externes qu'on n'est pas conscient, il y en a. Fait que combien il y a de temps? des choses qui peuvent arriver, que dépendant du style de business, ça peut, le gouvernement peut passer une loi, puis là, ta business rend plus difficile, puis tu l'as pas prévu. Là, 100%. Ah oui, définitivement. Ben, tu sais, on parlait de la COVID tantôt, ça a été une réalité là, pendant à peu près 2 ans, là, où tu sais, le gouvernement peut passer une loi. Ben oui, c'était illégal de faire X, Y, Z, puis des entreprises qui avaient besoin que les gens fassent X, Y, Z ont subi des conséquences. Exact. Il y en a qui tirent leur épingle du jeu, mais c'est ça dépend toujours d'où est-ce que tu es positionné quand ce genre de situation-là se produit, comme entreprise, comme humain, comme équipe. Oui. Au niveau financier, tu sais, on dit que l'argent c'est tabou, là, mais l'argent ça reste important en affaires. Là. Définitivement. L'argent est pas tabou dans cette conversation. Non. Ben, tu sais, l'argent dans l'entrepreneuriat est important. Dans le livre de Peter Thiel, Zero to One, qui est un livre de technologie, Peter Thiel, qui est spécial. Comme le personnage. Oui, c'est un personnage. Là. C'est un gars ultra libertarien. Là. Je pense que quand tu es multimilliardaire, malheureusement, c'est ce qui guette la plupart des gens, là, de vouloir le moins d'intervention possible de la part du gouvernement. Mais bon, Peter Thiel, qui est un des cofondateurs de PayPal, puis dans son livre Zero to One, qui est un livre qui parle de technologie, mais que moi j'ai écouté, puis qu'il y a beaucoup de choses qui s'appliquent, tu sais, à l'entrepreneuriat de façon générale ou à la vie de façon générale. Il dit, lui, il est pour les monopoles. Parce qu'il dit, dans une entreprise, il y a 2 types d'entreprises, vraiment. Il dit, la majorité des entreprises, l'argent est la chose la plus importante. Parce que c'est vrai, tu sais, 1000 piastres, c'est pas grand-chose dans la vie de plein de monde, mais ça peut être la différence entre faire des profits ou avoir une dette à la fin de ton année en affaires. Tu sais, puis tu peux avoir 15 millions de revenus, mais avoir 15 500 000 de dépenses. Exact. Puis perdre 500 000, puis on le sait, toi puis moi, là, ben on a passé par là, mais si t'es à moins 500 000 une année, la banque va venir cogner chez vous puis te demander qu'est-ce qui se passe, tu sais. Peut-être pour les gens qui nous écoutent, j'aimerais amener un autre aspect. En technologie... On n'a pas perdu 500 000. il y a toi et moi, on n'a pas fait 15 millions, mais... En technologie, il y a un aspect qui est peut-être différent des entreprises, on va dire, standards. De service. Hein. De service, exact. Rouler une entreprise à perte, c'est comme normal. Ça peut fonctionner. Ouais. Ah, il y a plein d'entreprises qu'on connaît qui roulent à perte, là. Ben oui, absolument. La majorité des entreprises de technologie Twitter, les plus grosses, aujourd'hui n'a pas jamais fait une scène. Uber a commencé il n'y a pas si longtemps. Ouais. Tesla a commencé il n'y a pas si longtemps. Mais toutes ces entreprises-là ont roulé pendant plusieurs années à perte. Ils sont à perte, puis c'est correct parce qu'ils sont en bourse, surtout. Puis il y a une valorisation importante, donc ça va permettre de pouvoir investir. Ça fonctionne. Oui, ben c'est parce que tu as des gens qui investissent, là. Exact. Donc, comment on roule une entreprise à perte pendant de nombreuses années? C'est via l'investissement. Pour toutes les entreprises en technologie, l'avenue numéro 1, c'est l'investissement. Il faut que tu ailles parler, il faut que tu ailles à l'extérieur, il faut que tu rencontres des gens, puis à un moment donné, tu rencontres des gens qui veulent investir dans ta compagnie, puis tu lèves du capital dans ta compagnie, tu roules à perte pendant plusieurs années, tu investis chaque dollar de ton entreprise dans la croissance. Éventuellement, ou peut-être pas, mais ta compagnie vaut quand même quelque chose, t'atteins la profitabilité. Ouais, à quel moment est-ce que c'est, tu sais,
Quand est-ce qu'il faut que tu fasses ce move-là? C'est un jeu financier. Très stressant. Je le conseille pas pour les gens qui ont de la difficulté avec le stress. Ben, tout le monde a de la difficulté avec le stress. Oui, bien sûr. Jusqu'à ce que tu apprennes comment dealer avec, en tout cas, d'une certaine façon. Là. Mais ça peut fonctionner. Tu empruntes à la banque, tu empruntes à des anges financiers pour la première ronde, tu fais les rondes de financement pour avancer dans la croissance de ton entreprise. Je dirais que pour que cette formule-là fonctionne, tu dois bien t'entourer. Ouais, puis t'as parlé de croissance. Fait que c'est emprunter de l'argent, ça coûte de l'argent, tu sais, en bout de ligne. Ça coûte de l'intérêt, ça coûte ce que je dois. Absolument. Puis dans le fond, la croissance dans ces entreprises-là devient essentielle dans un contexte de, ces gens-là s'attendent à un retour sur leur investissement, tu sais. Oui. La banque a un taux d'intérêt, l'investisseur un profit. L'avantage des banques, c'est que c'est prévisible. Ouais, c'est prévisible. La banque veut être remboursée en 5 ans. Ils ont moins d'émotions. Exact. Les banques, mais en capital de risque. Ouais. Des anges investisseurs, des séries A, des séries B. Il y a plus d'émotions. Ouais, t'as beaucoup de capital humain. Hein? Il y a beaucoup de capital humain. C'est des gens, puis c'est leur argent qui investissent dans ton entreprise. Parle-moi de ça un petit peu. C'est le fun, parce que ces gens-là sont motivés. Ils ont investi dans ton entreprise, ils ont de l'expertise. La majorité de ces gens-là qui investissent, ils ont des parcours entrepreneuriaux. Ils sont capables, ils vont mettre de l'argent dans ton entreprise et ils sont capables de te guider dans ton entreprise. Règle générale, par exemple avec des anges investisseurs, ça arrive au début de ton entreprise. Et pour faire un parallèle avec ce qu'on parlait précédemment, tu manques d'expérience. Ça peut être une façon d'aller chercher de l'expérience. C'est un shortcut pour l'expérience. C'est les fameux dragons, là. Tu sais, oui, des dragons, Ange Québec, par exemple. Les gens qui veulent investir, mais qui sont là aussi pour... là, après ça, encore une fois, là, chaque personne peut être différente. Là. Quelqu'un peut dire, je vais t'aider, puis après ça, l'emploi du temps est compliqué pour tout le monde. Là. C'est sûr. Mais oui, de mon expérience, c'est quelque chose que tu vas aller chercher. Ils sont investis. Là. Ils vont prendre du temps, ils vont t'appeler, ils vont prendre des nouvelles, ils vont te demander de poser des questions. Puis c'est un shortcut pour l'expertise. Et c'est aussi une façon d'amener ta compagnie dans du bénéfice négatif, ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années. Ouais. Mais, OK, mais parallèlement à ça, t'as 6, 7, 8, 10 employés qui payent de l'impôt sur leur salaire. Absolument. Tu crées de l'emploi, là. Une entreprise, qu'elle soit dans le négatif financièrement, contribue à la société. Ouais, c'est ça. C'est pas parce qu'une entreprise ne fait pas de profit qu'elle contribue pas à la société. Tu vois, moi, je vois les risques arriver, tu sais, parce qu'on parle de ça, puis là, je me dis, le risque, c'est que quelqu'un comprenne pas qu'est-ce qu'on veut dire. Fait que tu vois, ça fait partie de l'expérience. Puis aussi, peut-être un truc que les gens pensent pas. Quand tu pars une entreprise dans ce mode-là, comme moi j'ai fait, tu donnes une date de péremption à ton entreprise. C'est-à-dire, si tu as emprunté un demi-million, ou allons-y plus soft, 100 000. Tu as emprunté 100 000, tu as 3 ans pour le payer. Tu as une date de péremption sur ton entreprise. Si tu y arrives pas, si tu fais pas augmenter les profits de ton entreprise durant cette période-là, puis que tu arrives à la fin, tu as un problème. À la fin de cet argent-là, oui. Oui. Ça, oui. Dans le fond, tu as juste vécu sur l'argent qu'on t'a prêté. Sur la dette. Oui, exact. c'est ça. L'objectif de toute dette qu'on prend en entreprise, c'est la croissance. Oui. Donc, d'avoir une part d'augmentation de revenus. Mais pourquoi on ferait ça? Dans quel sens? Pourquoi on s'endetterait? Pourquoi, en tant qu'entrepreneur, on irait chercher de la dette extérieure? Oui, parce que c'est des garanties personnelles. Tu sais, les gens pensent des fois là, que... Oui, absolument. Les gens pensent parfois là, ton condo, ta maison, tu les mets en garantie. Ah oui, 100%. Je veux dire, ça fonctionne pas. Puis, je veux dire, quand on voit parfois passer des statistiques sur les réussites d'entreprise, tu dis, 8 restaurants sur 10 font faillite avant 3 ans. Tu sais, c'est des faillites personnelles, ça. Parce qu'il y a plein de choses là-dedans qui se financent pas autrement qu'en mettant ton nom en bas d'un contrat. Exact. Tant que ton entreprise fait pas d'argent, tu peux pas le financer autre que de manière personnelle. Ouais, 100%. Oui, puis même quand l'entreprise fait de l'argent. Parce qu'il faut que la banque évalue que ton entreprise vaut quelque chose. Puis même comme une maison, même au niveau de tout ce qui est mobilier, immobilier plutôt, la banque veut pas
est obligé de se rendre à récupérer quoi que ce soit. Exact. Puis là, ben quand on parle d'immobilier, on parle de maison, duplex ou whatever. Imagine, ça vaut quelque chose parce que c'est physique sur un terrain qui vaut quelque chose. Oui. Mais tu sais, mettons ton entreprise en technologie, ça vaut quoi? C'est ça. Ça vaut les employés, ça vaut un serveur que tu loues, ça vaut pas grand-chose, ça vaut les revenus. Donc, faut que tu te rendes vraiment assez loin dans ton entreprise pour que la banque ou la BDC, la banque à charte ou la BDC soit d'accord avec le fait que ce soit plus ton nom qui est écrit en puis bas. soit dit en passant, des banques traditionnelles versus la BDC prend plus de risques. Ben, c'est une banque qui existe pour ça. T'sais. Exact. Puis on revient à la part de risque. T'sais. À partir du moment où je me pars en affaires puis j'ai pas grand-chose à perdre, ben à la limite, si jamais je devais faire faillite, ça touche pas grand monde de plus que juste moi. T'sais, moi quand je me suis parti en affaires, j'habitais dans un sous-sol chez ma mère. J'avais un travail, puis j'avais rien. J'avais rien d'autre. J'avais un char, j'avais un vieux char usagé. Je veux dire, la banque te demande, ça je trouve ça drôle, la banque te demande de remplir tes avoirs. Tes actifs. Tes actifs. T'as 25-26 ans, puis dans le fond, tu remplis ça, puis là, tu écris Toyota Tercel, 3000 piastres. Là, eux, ils calculent dans ça vaut quoi? Tes actifs? Ben, t'es à 3000 $ d'actifs grâce à ma Toyota Tercel. Tu me niaises dessus, tu sais. Oui. Je veux dire, c'est mon bazou que j'utilise pour me rendre au travail. Je veux dire, premièrement, tu sais, si je fais faillite, tu peux pas me l'enlever, je peux plus travailler. Je pourrais pas te rembourser la dette que je te dois, tu sais. Il y a comme, je trouve ça des fois, c'est drôle, je trouve, la façon dont les choses. Mais tu fais le move de mettre ton nom en bas d'une feuille que tu signes, puis que tu garantis personnellement. Puis ce que ça veut dire, c'est que, écoute, tu sais, dans les choses les plus importantes, je pense que dans le cas des cliniques de physio, quand tu signes un bail commercial pour un local de 10 ans, admettons, là, on peut aller de quelque chose de très petit à quelque chose de très gros, là, mais signe un bail commercial de 10 ans à 100 000 par année de frais de location, c'est 1 million. Tu sais, si après un an, ça va pas, puis il faut que tu mettes la clé dans la porte, tu dois techniquement 900 000 si tu as payé ta première année au complet au bailleur parce que tu as signé personnellement, tu as cautionné personnellement cette location-là. Tu es obligé de faire une faillite personnelle. À moins que tu aies de l'argent qui te pleut de tes parents ou des amis ou des investisseurs. C'est pas la majorité des entrepreneurs. Mais effectivement, c'est pas la majorité. Puis de toute façon, je pense que ça serait négatif de vivre comme ça. Oui. Parce que ça voudrait dire que c'est pas grave si ça fonctionne pas. Il faut être on the edge. Oui, tu as besoin d'avoir un peu de risque, là, tu sais, qui t'amène à prendre des décisions, là, qui sont à l'avantage de l'entreprise, puis à l'avantage de tes clients, tes patients, à l'avantage de tes employés, des gens avec qui tu travailles. Fait que quand tu signes en bas de ce papier-là, tu sais, puis fait que oui, si ça fonctionne pas, c'est une faillite personnelle, tu sais, parce que sinon, il faut que tu payes 900 000. Parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces contrats-là, tu garantis le loyer pendant les années que tu loues, tu sais. Donc, tu peux quitter, mais il faut que tu payes pareil, tu sais. C'est ça. Et ça, quand je pense qu'il faut être en affaires. Ben, je veux pas dire que les gens qui sont pas en affaires ont pas d'empathie, là, mais quand je me promène sur le boulevard puis je vois une compagnie ou que je connais puis que là je vois que ça a fermé puis que je sais que c'est une faillite, je sais que quelqu'un a peut-être perdu une partie de ses REER, tu sais. C'est sûr. A perdu peut-être pas sa maison parce que les banques se rendent jamais là. Tu vas pas mettre quelqu'un dans la rue, mais ça pourrait, là. Ça dépend toujours du montant d'argent et compagnie, mais on dit maintenant qu'il faut absolument laisser une télé dans la maison. Le huissier partira pas avec. Il peut partir avec une télé, mais pas la dernière, faut qu'elle reste. Fait que, il y a comme il y a des règles là, que les banques vont pas transgresser. On est aussi au Canada, là, il y a quand même une certaine protection là. Ben oui, mais dans tous les cas, je le sais que quelqu'un a perdu beaucoup, tu sais, avec une entreprise qui n'a pas fonctionné. Et parfois c'est de sa faute. En fait, c'est souvent en partie de sa faute, mais c'est pas toujours, c'est jamais des belles histoires. Ça fait que ça fait partie du risque, tu sais, dont on parlait tantôt. Exact. Je pense que quelqu'un qui se pose la question, je suis tanné d'être un employé, puis j'ai envie d'être un entrepreneur, doit se poser la question, est-ce que le résultat vaut le risque? Puis cette réponse-là est différente pour tout le monde. Mm-hmm. Quand t'as pas grand-chose à perdre, comme moi, avec Medexa, j'ai 25 ans, je suis en appartement. Ma blonde est capable de payer la moitié, l'appartement au complet. On remercie la blonde de Yann, ou l'ex de Yann. Le risque est minimisé. Quelqu'un qui a plus à perdre doit se poser une question très profonde de mon envie d'être entrepreneur. Est-ce que le résultat que j'espère atteindre vaut le risque
de perdre beaucoup. Ça rejoint ce qu'on parlait un peu tantôt, là, le manque de le fait de pas avoir beaucoup de responsabilités. Puis est-ce que ça se fait, tantôt t'as dit, est-ce que ça se fait se partir en affaires avec une famille, Oui. avec une jeune famille du moins, là, Oui. ça se fait, mais le risque est plus grand. Parce Absolument. que t'embarques sans le vouloir nécessairement d'autres personnes dans ton projet. T'sais. Oui, mais il n'y a pas d'âge pour se partir en affaires. Tout le monde peut le faire. Je pense que la manière qu'on le fait peut différer selon l'âge qu'on a. Oui, effectivement, peut-être que le risque peut être pris de façon plus progressive dans un contexte de responsabilité plus importante ailleurs. T'sais. Oui, exact. Par exemple, je pense partir plus gros puis avoir un risque plus élevé en termes de dépenses, ça pourrait être quelque chose qu'on fait moins dans un contexte où le risque est peut-être plus grand pour des gens qui nous entourent, comme ta blonde, ton chum, tes enfants. T'sais. Oui, définitivement. La meilleure recette pour se partir en affaires, c'est d'avoir les compétences nécessaires pour partir la business qu'on veut. Mm. Je pense que pas mal de gens qui frappent un mur parce qu'ils partent des business dans des choses qui n'ont pas nécessairement les compétences, puis ça nécessite de l'argent. Ouais. Comme ça. Et c'est quoi la source numéro 1 de l'argent de la majorité des gens? C'est la maison. Hypothéquer sa maison pour se partir en affaires, c'est un risque immense que je ne suggère pas. Moi, ce que je suggérerais à tout le monde, c'est développer les compétences. L'idée que vous avez là, aujourd'hui, là, la majorité les gens vous voleront pas votre idée. Prenez la prochaine année, développez les compétences nécessaires pour produire le produit minimum viable. Faites-le vous-même. Vous minimisez le risque, vous mettez pas une scène, vous mettez juste du temps. Ouais. Tu sais, les gens voleront pas ton idée. Ça se peut, là. Mais, ça se peut. Mais c'est parce que ça fait jamais de l'avant la situation le plus difficile en affaires et dans plein d'autres choses en vie, c'est d'exécuter. Mm-hmm. Parce qu'avoir des idées, tu sais, on dit talk is cheap, là. Oui. C'est facile. C'est sûr. D'avoir des idées. On peut en discuter, on peut en parler, mais ce qui est dur, c'est de le faire. Exécuter. De le faire, puis pas juste le faire 5 minutes, là. Pas juste le faire 2 semaines. Je me souviens Le faire pendant assez longtemps pour réussir. Puis ça, c'est du delayed gratification, là. Ah, absolument. La gratification future. Oui. Je sais pas, là. Je me souviens avec Medexa, quand j'avais présenté ça à mon partner, qui est aussi un programmeur, j'avais dit, c'est un projet de 6 mois. Pas plus que ça. Ça a pris 2 ans à sortir Medexa. Toujours ça, tu sais. Je pense qu'on sous-estime l'effort nécessaire. Oui. Puis c'est ça quand tu parlais de Nunatrose tantôt, tu sais. Fait que oui, c'est ça. Je pense que comme tu dis, c'est possible de choisir la façon dont on fait une croissance personnelle, professionnelle, puis d'entreprise dans un contexte, dans le contexte dans lequel on est, dans le contexte qui est correct avec là où est-ce qu'on est à ce moment-là. T'sais. Pendant combien de temps tu penses qu'on est capable de porter, on parlait, je reviens un petit peu aux 3 chapeaux là, de technicien, manager puis entrepreneur. T'sais, moi, une des choses que j'ai trouvé difficile en me partant en affaires, c'est que j'ai joué le rôle de technicien de façon très importante pendant longtemps. Moi aussi. Puis une fois que tu engages une personne pour venir t'aider, là tu joues le rôle de manager. Puis là, plus ton équipe grandit, plus tu as une responsabilité de manager, mentorer, aider, répondre aux questions, répondre aux attentes, etc. Puis tu sais, oui, puis penser que tu vas pouvoir garder ton rôle de technicien au même rythme au moment où tu deviens manager, au moment où tu engages des gens, c'est une erreur. Oui, en fait, c'est là qui amène les gens à travailler 80-100 heures par semaine, là, tu sais. Puis là, c'est souvent là que la job d'entrepreneur prend le bord, tu sais. Le développement, avoir des idées, avoir le temps de se dire, hey, où est-ce que je peux amener cette entreprise-là? Ça devient difficile de continuer à développer. À partir du moment où là, ton équipe commence à grandir, puis tu donnes de plus en plus de ton temps au manager versus le technicien, tu prends le risque de donner le leadership de ton entreprise à tes employés. Qu'est-ce que tu veux dire? Le leadership doit venir de l'entrepreneur. C'est facile de perdre 60 heures par semaine à leader son équipe. C'est facile j'exagère à 60 heures, c'est facile de perdre 40 heures, par exemple.
qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que tu mets des gens en place dans ton entreprise, des gens... Et là, c'est facile. Tu as quelqu'un que tu trouves, tu t'entends bien avec, que tu trouves intelligent, puis là, tu te donnes des responsabilités. Et là, tu te rends compte que ça te libère des heures. Puis là, c'est des heures que tu peux consacrer à d'autres choses. À partir de ce moment-là, tu fais l'erreur de donner un leadership non contrôlé à quelqu'un d'autre. Mais c'est pas nécessairement la façon de grandir adéquate, Non. de donner des responsabilités à d'autres personnes? Non. Ça peut. Tu peux avoir des employés absolument extraordinaires, puis tu te rends compte que le leadership est incroyable, puis tu leur donnes les responsabilités, mais tu dois garder un œil. Ah, ben, tu restes toujours... Tu restes toujours un mois, là. Ah oui, non, tu restes toujours le mentor de ces gens-là. Oui, exact. Tu peux pas les laisser 100% libres. C'est ton entreprise. Oui, ben là, c'est ça. Il y a plusieurs façons là, de donner du leadership. En technologie, c'est assez fréquent de donner ou permettre à quelqu'un d'acheter des actions à un prix préférentiel dans un contexte de croissance. Là. Fait qu'à ce moment-là, ça devient aussi l'entreprise de quelqu'un d'autre. Là. Absolument, puis c'est correct. Il faut... Je dis pas qu'il faut être des micromanagers puis contrôler tous les aspects de son entreprise. Ça prend un équilibre. Il faut développer la confiance avec ses employés clés. On peut parler de ça, des employés clés. Ben, des gens qui veulent plus, hein, des gens qui veulent grandir professionnellement. Exact. Puis des gens qui pensent qu'ils peuvent le faire dans ton entreprise. Hein. Exact. Puis des gens que leur motivation principale, c'est la croissance de l'entreprise et non pas la croissance personnelle. Ouais, ben personnel. Il y a toujours du personnel. Oui. Même en tant que fondateur d'entreprise. Ben oui, 100%. Mais il faut, sinon, je veux dire, l'altruisme pur, ça n'existe pas. Non, absolument mais oui, pas. je comprends ce que tu veux dire, dans le sens où les gens, mettons des gens qu'on pourrait appeler d'opportunistes. Exact. Qui cherchent. Faut faire attention. Ouais. Mais des employés clés, c'est extrêmement important pour faire grandir son entreprise. Ben, je pense pas que c'est important. Je pense que c'est essentiel. Absolument. Sans, je veux dire, c'est encore une fois, c'est parce qu'on revient à combien de temps on peut faire tous les rôles dans une entreprise, ben, sans risquer un burn-out et une dépression, là. Tu sais, je pense que c'est une question qui se pose. Je pense que la plupart des entrepreneurs frôlent ça ou atteignent ça à un moment donné jusqu'à se rendre compte que c'est leur limite à eux. En tout cas, cette limite-là est maintenant, à ce moment-là, c'est là. Puis les autres personnes, les employés, des employés qui prennent des parts dans l'entreprise, c'est des opportunités. On a tous des faiblesses en tant qu'entrepreneur. C'est l'opportunité de déléguer les choses qui nous intéressent moins, qu'on est plus faible à l'intérieur, dans le management, dans le technicien, à des personnes qui sont plus talentueuses que nous. 100%. Pour revenir au livre From Good to Great, moi, ce qui m'a marqué le plus de ce livre-là, c'est Allégorie de l'autobus. Mm-hmm. L'autobus. Une entreprise, c'est un autobus. Ce qui compte, c'est les gens que tu mets à l'intérieur de l'autobus. Il faut y réfléchir énormément. C'est une part importante. Et c'est une part extrêmement importante du succès entrepreneurial. Mm-hmm. Ouais. Tu sais, puis il y a des gens qui embarquent dans l'autobus, puis il y a des gens qui débarquent de l'autobus. Ben oui, c'est ça. L'autobus peut avoir des arrêts. Ouais, ben l'autobus, je vais nécessairement en avoir. Tu sais, une des choses qui est dure à vivre, parfois, c'est justement les départs. Tu sais, quelqu'un qui sort de l'autobus, là, ça se passe doucement ou ça se passe violemment. Là. Ah, puis le premier, en tant qu'entrepreneur, là, t'es le premier employé, la première personne qui quitte, c'est rough. Ben oui, c'est comme si ta blonde ou ton chum te laisse. Là. Oh, oui. C'est émotif, tu sais. Il y a c'est une émotion émotif. à ça. C'est pas le fun de vivre ça, mais c'est normal. C'est normal, ça va arriver à tout le monde. Ça arrive encore plus, tu sais, en 2024 qu'en 94, là, tu sais. Définitivement. Les gens qui ont une seule carrière ou qui font leur carrière complète dans une seule entreprise, ça existe de moins en moins. Là. C'est un défi, là, tu sais. Si on parle de rétention, mais ça, c'est un autre sujet, là. Qui peut être difficile. Tu peux être un excellent technicien et un mauvais manager. Tu peux être un excellent manager, un mauvais technicien. Ouais, mais là, c'est des mauvais techniciens, non, mais tu peux partir en affaires avec des techniciens. Oui, c'est ça, avec quelqu'un d'autre, c'est ça que je veux dire. T'sais, Steve Jobs était pas le meilleur technicien. Absolument pas. Et c'était un gars de marketing. C'était un gars de marketing, c'était un entrepreneur, surtout, c'était pas un excellent manager, t'sais. Il y avait une qualité, il y avait au moins une qualité, c'est qu'il y avait une vision de où est-ce qu'il voulait amener l'entreprise. Puis il a su s'entourer de gens qui pouvaient bien le compléter. Heureusement pour lui. Apple font Steve Wozniak, Steve Jobs. Ouais.
il n'y aurait pas d'Apple sans Steve Wozniak, Non. le technicien. Mais le gars qui... Il n'y aurait pas d'Apple sans Steve Jobs non plus. 100%. Ben oui, mais c'est le technicien qui, lui, préférait l'ombre, un gars plus introverti, qui voulait pas prendre le leadership, mais qui souvent faisait le buffer entre Steve Jobs puis le reste des employés. Exact. Puis tu sais, c'est sûr et certain que là, il y a des opportunités, il y a des momentum dans la société puis dans l'évolution de la civilisation où, tu sais, tantôt tu parlais de comment est-ce qu'on peut avancer, puis c'est quoi la croissance, etc. Tu sais, par rapport à emprunter de l'argent, puis qu'est-ce qu'on doit, puis des ronds de financement. Tu sais. Ah, puis il y a d'autres façons en passant. 100%, mais tu sais, il y a une réalité dans la technologie qui existe, qui est nouveau, tu sais, qui est relativement nouveau, c'est la possibilité de grandir une entreprise de façon plus exponentielle que ce qui a déjà été possible dans le passé. Exact. À cause parce que c'est pas basé sur le capital humain. C'est ça, c'est pas uniquement basé sur, en fait, c'est pas uniquement basé sur le capital humain. T'sais, le capital humain est nécessaire à la croissance d'entreprise, mais à partir du moment où quelque chose fonctionne, Amazon peut vendre 1 million de livres ou 1 livre en 1 heure, c'est la même affaire, tu sais. Puis là, ben, quand tu vends 1 million de livres, c'est comme ça qu'Amazon a commencé, là. Vendre des livres, tu sais, quand tu vends 1 million de livres, ben, tu sais, ça te coûte pas tant plus cher vendre 1 million de livres, mais tu fais beaucoup plus d'argent, sans que nécessairement plus de gens y aient travaillé, plus de dépenses aient été investies pour pouvoir faire. C'est sûr, dans le cas d'Amazon, il y a les warehouse workers, mais... Ah oui, mais là, ça se transforme en robot tranquillement, mais là, ça, c'est un autre débat. C'est la capacité à avoir de la croissance sans ajouter des dépenses supplémentaires. T'sais. Exact. La technologie a un avantage. Medexa, par exemple, c'est un software as a service. Le fameux SaaS. Exact, le fameux SaaS. Extrêmement difficile à partir, mais quand ça fonctionne, c'est le fun. Parce que c'est des revenus récurrents. Parce que c'est des revenus récurrents, c'est pas basé sur le capital humain. Bien sûr, t'as l'équipe technique, l'équipe support, je veux dire, les développeurs. T'as des gens derrière. Le marketing, la vente, la vente, C-level. Il y a des gens derrière. Mais la capacité à vendre... Mais que t'as aussi dans plein d'autres business qui sont pas des entreprises en technologie. Absolument. T'as les mêmes dépenses, mais t'as un potentiel de augmenter ta clientèle sans nécessairement avoir 1 pour 1 en termes d'efforts humains. T'sais. C'est ça. Si on compare à des avocats... Tu peux avoir un multiple de... Plus ta business est en croissance, tu vas avoir besoin de gens. Mais le multiple est important. Si ta business est 1-1, c'est-à-dire que... Ben c'est ça. Un avocat. Je bill de l'heure. Je bill 200 pièces de l'heure comme avocat. Je bill 250 pièces de l'heure comme avocat. Je bill 1000 pièces de l'heure comme avocat. Ben, il y a juste 24 heures dans une journée. Exact. Là, ben, tu sais, je pense que tu connais pas beaucoup de monde qui travaille 24 heures. Peut-être quand tu commences comme entrepreneur, mais c'est difficile, mais tu peux. C'est ça. Ben, fait que, tu sais, mettons, dis-toi, là, je travaille beaucoup, je travaille 100 heures par semaine. Ben, je facture 100 heures fois mon tarif horaire. Exact. Et c'est le maximum que je suis capable de faire. Puis combien de temps je suis capable de faire ça? Ça a des limites, tu sais. Sans mourir, carrément, là. Ce qui est pas le cas. C'est correct. C'est les entreprises de services. Ah oui, c'est ça. Les entreprises de services, c'est très bien aussi. La société en a besoin. Oui, puis en 2024, les entreprises de services trouvent des façons aussi de... oui, il y a peut-être des avenues technologiques en entreprise de services. Je regardais, il y a un plombier qui a un compte Instagram qui est très populaire. Puis lui, dans le fond, il vend des abonnements. Puis dans le fond, les gens qui s'abonnent, ils ont sont VIP pour, tu sais, mettons, c'est souvent des entreprises là qui ont besoin de services de plomberie urgente et compagnie. Fait que tu sais, dans le fond, lui, ça coûte, je sais pas là, 100 pièces par mois pour être sur sa liste VIP. Il y a 1000 places pour sa liste VIP comme client. Puis dans le fond, ben là, il y a 1000 entreprises ou 100 entreprises, je sais pas là, je lance des chiffres en l'air. Puis c'est un montant mensuel qui coûte, mettons, une inspection 2 fois par année, puis un service VIP, donc plus rapide. Parce que tu sais, mettons, un café qui a des lignes d'eau branchées dans les machines, ben pour un café, quand il y a quelque chose qui fonctionne pas avec l'eau, ben c'est une perte de revenus. Fait que l'entreprise veut avoir quelqu'un qui vient chez nous réparer tel truc si jamais ça fuit puis ça marche pas et compagnie. Fait que dans le fond, lui, il a créé un SaaS avec une entreprise de service. Ce qui est incroyable. Puis il fait comme... Là, on parle d'argent, puis c'est super tabou. Mais il dit qu'il fait quelque chose comme 1 million par année, juste avec ça. Juste à fournir un service préférentiel. Puis une inspection annuelle, par exemple, à des gens qui veulent payer pour ça. Fait que les entreprises de service trouvent des façons, tu sais, de... Puis là, évidemment, clairement, toutes les entreprises sont pas... Il y a des milieux dans lesquels, tu sais, nous... mettons, en physio, on
on est géré, régi par un ordre professionnel. Oui. Fait que là, il y a un code d'éthique et compagnie, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Puis, à certains égards, c'est correct, là, parce que ça met le terrain à niveau pour tout le monde. Ça protège la population. Ça protège la population et compagnie, mais c'est ça. Fait qu'il y a des milieux dans lesquels, comme par exemple, la plomberie, là, ce genre de trucs-là. Fait que combien de temps on est capable de porter tous les chapeaux dans une entreprise avant que ça soit... C'est pour ça que c'est pour ça que la croissance est nécessaire. La croissance, c'est des gens dans notre entreprise qui nous aident parce qu'ils ont le goût de prendre des responsabilités supplémentaires, comme tu le disais, dans des choses que parfois on n'a soit pas le temps de faire, qu'on n'est plus capable de faire, qu'on n'aime pas, dans lesquelles on n'est pas bon, puis que quelqu'un d'autre peut venir répondre à tous ces besoins-là. Combien de temps est-ce qu'on peut subir le fait d'avoir tous les chapeaux? On va porter tous les chapeaux en tant qu'entrepreneur tout le temps. Mais le pourcentage, c'est libre à nous. Bonne réponse. Quelqu'un qui est plus axé sur le côté technicien va être capable de le faire à terme. Il va trouver du monde. Son autobus va être rempli. Quelqu'un qui est plus gestionnaire va trouver du monde technicien, va trouver du monde à d'autres niveaux. En tant qu'entrepreneur, on porte les chapeaux en tout temps et on doit garder cette capacité à mettre un chapeau qu'on a déposé pendant quelques temps à tout moment. 10 minutes ou 10 mois ou un an. Ou... Donc, oui, au début de ta business, tu portes tous les chapeaux. Tous les chapeaux, ta business est petite, tu portes tous les chapeaux. En fait, c'est tous les chapeaux à 100%. Fait que t'as 300% sur toi, tu sais. Oui. Mais t'es motivé, t'es excité. L'excitation dure pas éternellement. À un moment donné, la business grandit. L'excitation peut venir de plein d'avenues. Mais oui, en tant qu'entrepreneur, tu vas porter le chapeau, les chapeaux, tout au long de ton parcours entrepreneur. Je te dirais que l'avantage ou le plus que ton entreprise grandit, c'est que tu vas être capable de choisir. Tu vas être capable de pas porter tous les chapeaux en même temps. Fait que est-ce que c'est là la forme de liberté qu'on pensait qu'il existait quand on s'est parti en affaires? Si tu penses que la liberté entrepreneuriale, c'est être sur une plage à boire des pina coladas pendant que ta business fonctionne, tu as tort. La liberté, la vraie liberté... Il y a des gens qui pensent que les entrepreneurs pensent ça, mais... Non, la vraie liberté entrepreneuriale, c'est pas ça. La vraie liberté entrepreneuriale, c'est vraiment la capacité d'avoir des gens en place ou une technologie en place qui te permet de focusser sur ce que tu es le meilleur. Est-ce que tu vas travailler moins? Non. Tu vas travailler autant. Peut-être pas 100 heures par semaine. Ouais. Mais tu sais, être en affaires, c'est un mode de vie, là, tu sais. Oui, dans le sens où c'est pas le job de façon pour personne, là. Le dimanche soir, à 11h, tu peux penser à bien des affaires qui te consomment du jus de cerveau, tu sais. Oh, même. Toutes les soirs. Mais comme employé aussi, là, tu sais. Oui, absolument. Mais dans le sens où ça repose sur tes épaules seulement, tu sais. Oui, puis peut-être un aspect que les gens pensent pas sur l'entrepreneuriat, c'est quand ton entreprise grandit, puis là, t'engages des gens, il y a une responsabilité supplémentaire qui s'ajoute. C'est que ton entreprise doit fonctionner. Tu veux les payer, ces gens-là. Ouais. Puis là, des fois, l'argent va être un peu serré. La personne que tu payeras pas, c'est toi-même. 100%. Tu parlais tantôt de, des gens qui quittent, à quel point c'est difficile. Ça, c'est un autre revers de la médaille, là. Tu veux pas que les gens quittent parce que tu peux pas les payer. Mais moi, j'ai trouvé ça positif parce que ça m'a forcé à augmenter l'achalandage, par exemple, chez nous, ou à travailler pour augmenter l'achalandage. Fait que je pense que quand c'est une part de risque, d'engager quelqu'un, parce que tu n'engages pas toujours quelqu'un quand tu as besoin de quelqu'un à 100%. Tu peux engager quelqu'un quand tu as besoin de quelqu'un à 50%. Exact. Là, tu te dis, je vais m'arranger pour trouver du travail parce que je veux que cette personne-là reste avec moi. Puis c'est pour ça que je pense que c'est important quand t'as, je vais appeler ça une belle candidature, là, des gens intéressants, des gens intéressés. Je pense que dans n'importe quelle entreprise, on peut trouver de la place pour ces gens-là. Pour que ces gens-là puissent venir participer positivement à ce qu'on est en train de développer, pour que cette personne puisse venir travailler à développer ça avec soi-même, avec soi puis ses collègues et compagnie. Oui. Ça rend le travail d'entrepreneur plus le fun aussi. Ben oui, 100%. Je veux dire, t'as le goût de travailler avec des gens qui t'entendent bien, là, tu sais. Ben oui, c'est T'as le goût de travailler avec des gens qui te ressemblent jusqu'à un certain point. Oui, puis qui partagent tes valeurs avec toi, tu sais. Exact. On parle l'argent est tabou, mais il y a un autre capital
que lui n'est pas tabou. Dans le monde entrepreneurial, c'est très important. C'est l'humain. Le capital humain. Ben oui, bien sûr. C'est sûr. Ah oui, tout seul, on est travailleur autonome. Oui, puis c'est de l'entrepreneuriat. Oui, 100%. Ben, c'est de l'entrepreneuriat quand on commence. Mais là, j'aimerais ça qu'on finisse notre discussion sur quand est-ce qu'on arrête. Oui. Quand est-ce qu'on arrête avec juste deux R au début, mais pas à la fin. Ouais. Quand est-ce qu'on arrête d'être un entrepreneur? Est-ce que tu penses qu'on est entrepreneur encore quand on est en affaires pendant un certain temps, mais qu'on n'a pas eu de croissance, par exemple? Tu sais, où est la distinction là, entre être en affaires et être avoir un entrepreneur? dictionnaire avec nous, mais je pense que la définition du mot entrepreneur... On peut la définir nous-mêmes. Là. Elle le dit très bien. Un vendredi en fin d'après-midi, là, on a le droit. Oui, absolument. L'entrepreneuriat, tu cesses d'être entrepreneur quand tu n'innoves plus dans ton projet. C'est ça. Hein? C'est quoi innover? Bonne question. C'est quoi innover? Est-ce que innover, Pour c'est moi, nécessairement prendre des risques? Non, pas nécessairement. Oui, ça peut en faire partie. Pour moi, innover, c'est dans ton projet entrepreneurial, qu'est-ce que tu peux améliorer? Mm-hmm. L'innovation, c'est pas réinventer la roue. L'innovation, c'est de l'optimisation. Oui, c'est ça. C'est la différence entre parce que là, on n'aura pas le temps d'en discuter aujourd'hui, mais la différence entre l'innovation puis l'invention. Là. Exact. Innover, c'est améliorer les processus existants. Absolument. Inventer, ça le dit là. C'est créer quelque chose de nouveau. Donc, je pense que cesse d'être entrepreneur, selon moi, cesse d'innover dans ton entreprise. Ouais. Dans les trois chapeaux qu'on parlait tantôt, là, tu vois, là, on va plus loin que ce qu'on avait déjà discuté, toi puis moi. Je pense que les entrepreneurs, c'est des gens qui innovent et ou qui créent. C'est comme les deux responsabilités de l'entrepreneur. C'est de soit optimiser des choses qui existent déjà ou inventer des choses qui répondent à un besoin qui existe. Le besoin existe, mais des choses qui n'existent pas. Petit niveau, là. Ah ben oui, ça peut être oui, 100%. Ben, pas besoin de réinventer une machine incroyable. Réinventer la roue. Oui, puis en fait, je pense que comme entrepreneur, c'est toujours de se poser la question, c'est quoi la valeur du temps que je mets sur ce projet-là pour moi, mes collègues, puis mes clients, tu sais. Exact. Chaque heure investie dans ton processus entrepreneurial doit être réfléchie. Pourquoi? Pour l'optimisation de ton entreprise, la croissance de ton entreprise. Puis ultimement, puis là, encore une fois, là, ultimement pour les gens avec qui tu travailles. Oui. Puis répondre aux besoins de tes clients. C'est ça. Quand ta business a des employés, tu veux leur donner leur augmentation de salaire chaque année. Tu veux capable de le faire. Oui, parce que tu peux pas mais faire ça. C'est ton travail. C'est que la business doit croire pour leur donner ce qu'ils veulent à tes employés qui sont si précieux dans ton entreprise. 100%. Yann, merci d'avoir discuté avec moi aujourd'hui sur ce sujet. Très plaisir. Y a-tu avec quoi tu veux qu'on finisse notre discussion aujourd'hui? Y a-tu comme une leçon à retenir? J'aimerais terminer notre conversation sur l'entrepreneuriat. C'est incroyable. C'est difficile. C'est motivant. C'est décevant. C'est toutes les émotions possibles. Avant de se lancer en entrepreneuriat, il faut être conscient que tous nos côtés négatifs vont être mis devant nous. On va devoir travailler dessus, mais que ça vaut la peine. Ouais, c'est une belle école de vie, hein? Absolument. Je suis bien d'accord avec toi. Belle leçon. Yann Beaubien, merci énormément d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci d'avoir écouté Élever la physio avec moi-même, François Grégoire. Viens me jaser de mon contenu et d'idées de sujets @physiofrankie sur Facebook, Instagram ou par courriel françois@mouvementphysio.com. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.